Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Cette semaine, on va faire le tour des actualités dans les régions de Lanaudière et de Portneuf et on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission! Au sommaire pour vous cette semaine, on fait le tour des actualités dans les régions de Portneuf et de Lanaudière en compagnie des journalistes Danick Julien et Ariel Gauthier. À Cause-Abscale, la mairesse Odile Leroy réagit à une fausse rumeur propagée sur les réseaux sociaux. Après 12 ans d'absence, le train revient sur ses rails entre New Richmond et Port-Daniel. À Baie-Saint-Paul, la ville met en vente 2 mini-maisons au coût de 155 000 $. À Gaspé, les adultes autistes ont maintenant une résidence adaptée à leurs besoins. À Padoue, on inaugure non pas une ni deux, mais 3 nouvelles installations pour mieux desservir la population. À Thetford, le Salon des organismes invite les visiteurs à aller à la rencontre de la communauté. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à Montmagny, où Gabrielle Brisebois a écrit l'histoire en devenant la première femme à être élue à la mairie. Michel Montminy de CEMA TV l'a rencontré pour discuter des défis qui l'attendent. Vous la reconnaissez? Bien là, il va falloir vous habituer à la voir régulièrement. J'espère chez nous, mais c'est la nouvelle mairesse, on dit désignée parce que tant que vous n'êtes pas assermentée, ce qui va se faire vendredi, on doit vous appeler mairesse désignée. Gabrielle Brisebois, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Fatigué? Oui, un peu fatigué. Ça a fini tard. Les résultats ont été dépouillés jusqu'à assez tard hier soir, mais on ne pouvait pas se coucher sans savoir. Hein? Ben non. Donc, on est resté jusqu'à la toute fin avec mon équipe, puis ça a été à notre satisfaction. Mais on a été très raisonnable dans le festoiement parce que tout le monde travaillait le lendemain matin, mais très satisfaite des résultats. C'est 2153 voix. 45,3 et vous avez remporté la victoire avec 350 voix de majorité sur votre plus proche adversaire, Pierre Bouffard. Oui. Depuis le mois de décembre, que vous avez annoncé vos intentions de vous lancer en politique municipale à la mairie, comment vous... C'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous retenez principalement? Là, parce que ça fait quand même près de 9 mois là, que vous êtes, on peut le dire, vous êtes en campagne. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette campagne électorale? Bien, je retiens que les gens à Montmagny sont extrêmement fiers de leur ville, puis qu'ils veulent que les gens de l'extérieur le sachent qu'on a une belle ville. Fait que je pense que ça va être un de mes mandats prioritaires dans les 4 prochaines années, de faire rayonner Montmagny à l'extérieur de Montmagny. Parce qu'entre nous, on est fiers, puis on le sait, mais on aimerait ça que les autres personnes aussi le sachent, puis c'est une des clés de l'attractivité. Mais quand je cognais aux portes puis je demandais, est-ce que vous avez des enjeux, des préoccupations, les gens me disaient, mais je suis bien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai pas de problème, j'ai pas de questions, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais qui travaille dans les organismes, qui travaille dans les commerces. Je suis bien chez nous. Je suis bien chez nous, puis j'espère que notre ville, elle va continuer à être belle comme ça, puis qu'on va continuer à s'en occuper. Donc, ça a été un peu mon moteur tout au long de la campagne, d'entendre les gens chez eux, quand j'allais cogner à leur porte, me dire à quel point ils étaient fiers de leur ville, puis ils trouvaient qu'ils avaient une belle ville, puis ils espéraient que tout le monde le sache. Puis c'est un peu, c'est le leitmotiv que je vais avoir dans les prochains 4 ans. Donc, on va partager ça à toute la population du Québec, puis du monde entier, à quel point Montmagny, c'est une belle ville, parce que c'est le message que les gens m'ont transmis quand j'ai été cognée chez eux. Justement, vous avez fait beaucoup de porte-à-porte. Qu'est-ce que vous retenez principalement? Oui, les gens disent qu'ils sont bien chez eux, mais qu'est-ce qu'on vous a rapporté le plus souvent possible? J'aimerais ça, telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes les portes que vous avez, ou les gens que vous avez rencontrés? C'est quoi le point qui est peut-être le plus important pour la population? Il faut des jeunes à Montmagny.
Il faut des jeunes, c'est revenu. Peu importe l'âge des gens à qui je parlais, Montmagny a besoin de jeunes, a besoin de familles. Oui, c'était parfois intégré dans l'importance du développement résidentiel ou dans l'importance de faire venir des nouveaux investisseurs, mais ça ramène toujours à la même chose. On a besoin d'attirer des familles, des jeunes, des employés qui sont encore dans le milieu du travail. Donc, on a besoin d'offrir des services, des lieux pour les loger. Puis, les investisseurs ont besoin de ces employés-là aussi pour pouvoir grandir, s'investir, venir s'établir. Donc, le point de balance de tous ces domaines-là, bien, c'est notre vitalité puis le fait qu'on a besoin d'attirer des jeunes à Montmagny. Puis, quand j'ai su que Colin Lavergne était élu, je me suis dit, c'est une belle tape dans le dos qu'on donne à notre jeunesse à Montmagny. 21 ans. À 21 ans, de dire à nos jeunes à Montmagny, regardez, nous, on vous fait confiance, puis on pense que vous devez avoir une voix au chapitre dans les décisions qui vont être prises parce que vous faites partie de ce qu'on est. Puis c'est un très beau message qu'on envoie à l'extérieur de Montmagny aussi, qu'on ait un représentant municipal comme ça qui va aller sur les différentes instances, qui a 21 ans, qui va savoir, j'en suis convaincue, tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est une des choses dont on m'a le plus parlé, le besoin de ramener des jeunes puis des familles à Montmagny. Puis je pense que le point de départ, c'était d'envoyer ce message clair-là aux jeunes qu'ils ont leur place chez nous, puis pas juste dans une maison ou dans un commerce, aussi au niveau du pouvoir décisionnel. Puis ça, on s'est permis de faire ça, Montmagny, hier soir, puis j'en étais très fière. Est-ce que, pour vous, c'est un plus grand défi d'être une femme, d'être jeune? Est-ce que pour vous, c'est encore plus lourd sur les épaules ou... C'est plus stimulant, on va le dire comme ça. C'est plus stimulant parce que on a été moins présents, les jeunes et les femmes, sauf qu'on fait un très bon travail. Puis à chaque fois que je me présente publiquement, je me dis, j'inspire des jeunes filles, j'inspire des jeunes femmes à ces postes-là parce qu'elles ont le droit autant que tous les autres d'y aspirer. Elles ont les compétences autant que tous les autres pour y aspirer. Donc, pour moi, c'est vraiment stimulant de penser que j'offre cette opportunité-là de montrer une voix féminine jeune dans un poste décisionnel qui est capable de représenter tout le monde. Parce que les femmes, on est capable de faire ça. Gabrielle, je vais vous laisser aller vous reposer. Bravo pour Merci. cette belle victoire. Félicitations. On va vous souhaiter bonne chance. C'est une nouvelle fonction de mairesse. Là, vous êtes désignée pour l'instant, parce que c'est important qu'il faut le mentionner. Vendredi soir. Et à partir de vendredi soir, vous serez officiellement dans vos fonctions. Félicitations, puis bon succès. Merci, Michel. Je m'entretiens maintenant avec Ariel Gauthier de CTB-TV et Danick Julien de CJSR. Monsieur, madame, bonjour. 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 On va tout d'abord parler d'élections, bien sûr, élections municipales. Ça a brassé dans chacune de vos deux régions. Ariel Gauthier, votre station CTB-TV, là, on parle de la MRC d'Autrey. Pouvez-vous nous présenter un peu de quelle ville on parle quand on parle de la MRC d'Autrey? Puis aussi nous dire où il y a eu des luttes municipales là, aux élections, où il y a eu des luttes aux élections. Oui, bien, je vous dirais qu'on est plus sur des petites municipalités que des villes. Là. On est dans l'est de la Naudière, un peu au nord. Fait que nous, on a quand même eu beaucoup de quelques petits villages là, qui sont un peu plus brassés. On parle de Saint-Mélanie, Sainte-Élisabeth, qu'on a eu des tutelles là, qui s'est retrouvées à cet endroit-là, des maires là, qui ont fait des conflits d'intérêts avec leurs entreprises personnelles. Fait que on le sait bien, là, c'est pas des maires qui sont revenus sur le terrain. Évidemment, ça va changer de ce côté-là. C'est une des 4 là, municipalités qu'on a eu un changement de maire. Sinon, à Mandeville aussi, le conseil a mis dehors, là, a mis à la porte leur maire précédent. Et ça avait fait beaucoup jaser aussi parce que il y a un des membres des Hells Angels qui a présenté sa candidature. C'est chez vous, ça? OK. Oui, OK. C'est chez nous. C'est chez nous. On a fait parler de nous un petit peu. Tant mieux. Mais, donc, c'est pas le maire qui a été élu, là, malheureusement pour lui, là, peut-être heureusement un peu pour nous. Puis on a eu... oui. On a l'impression que vous avez fait le ménage là, chez vous, d'après ce que un petit peu quand même. Il y a 11... Puis aussi, vous me dites, il y a des nouvelles mairesses là, qui sont arrivées. Présentez-nous un peu là, le portrait là, de ceux qui ont été élus. On a 3 mairesses en tout là, qui sont élues sur les 15 municipalités. 2 d'entre elles là, qui sont revenues comme mairesses, là, ils ont repris leur poste à Saint-Norbert et à Saint-Cléophas de Brandon. Et une des 4 nouvelles mairesses de notre MRC qui est arrivée à Saint-Ignace de Loyola,
C'est là où peut-être il y en a certains qui vont connaître le traversier, ça va peut-être vous situer. Oui. Mais c'est son premier mandat là, dans ce poste-là. Là. Fait que ça va être intéressant de voir aller cette femme-là. Ça fait donc une des 3, puis c'est celle qui vient d'arriver, là, c'est une des 4 qui est réélue, une des 4 qui est pas réélue, mais qui est nouvelle maire. Là. On a 11 Oui. Municipalités qui a aucun changement. Là. Donc, on reste un petit peu dans notre vie de village. Là. Oui, sauf les endroits là, où il y a eu des difficultés. On voit que les équipes ont été renouvelées. Ariel, est-ce que le taux de participation était assez élevé dans votre région? C'est un 50-50. Là. On est plus sur un 35-40 certaines municipalités, comme par exemple, là, comme je vous l'ai dit, nommé Mandeville, Sainte-Élisabeth, Sainte-Mélanie, où ça a été un peu plus, là, parce que là, on avait des enjeux de changement. Fait qu'on est plus dans les 50 à 55 mais en règle générale, c'est un 35-40 là, dans la région. Allons voir maintenant du côté de la grande région de Portneuf avec Danick Julien. Danick, rebonjour Danick. Qu'est-ce qui était à surveiller comme municipalité dans votre région pour ces dernières élections municipales? La plupart des municipalités de la région de Portneuf étaient à surveiller. Martin, j'ai envie de dire des villes comme Pont-Rouge, comme Cap-Santé, comme Neuville, c'était toutes des villes à surveiller dans notre région. Bon, vous le savez, la région de Portneuf, c'est pas trop loin de Québec. Avec la municipalité la plus proche là, qui serait Lac-Sergent ou encore Neuville. Bon, pour les élections, on a eu un très grand changement et j'ai une statistique qui pourrait t'intéresser. Martin, savais-tu que dans les maires que nous avons eus, eh bien, c'est 70% de nouveaux maires que nous allons avoir dans la MRC de Portneuf. C'est presque un coup de balai. 30%. Donc, c'est un coup de balai qui a été donné là, à beaucoup d'administrations. Ça change beaucoup à 70%. En fait, sur 18 municipalités, là, nous avons seulement 5 municipalités qui gardent leur maire. Donc, Saint-Raymond, Donnacona, Saint-Casimir, Portneuf, ça fait 4. Peut-être que j'en oublie une. Nous avons également... Oui, 13 autres municipalités où il y a des changements. Exactement. Il faut savoir, par contre, que pour la municipalité de Lac-Sergent, et ça, c'était étrange, les 2 personnes qui étaient candidats pour être maire se sont désistés. Donc, en ce moment, à Lac-Sergent, une municipalité là, qui est quand même dans les plus petites de la région de Portneuf, il n'y a pas de maire. Donc, c'est le maire sortant qui garde son poste jusqu'à temps qu'il y ait des élections partielles qui vont avoir lieu là, dans les 3 à 4 mois. Espérons qu'il trouve un candidat. Dites-moi, quand il y a beaucoup de luttes comme chez vous, d'ordinaire, le taux de participation aussi, ça se reflète là, sur le taux de participation? Bien là, j'ai fait le calcul. Le taux de participation global moyen est de 52,62 % lorsque je les ai tous mis ensemble. Ensuite, il faut dire qu'à Sainte-Turibe, il y avait eu un petit problème avec Élections Québec au départ. Ils avaient annoncé 100 % de participation. Évidemment, ça a laissé... quelques incrédules, et lorsqu'on a vérifié, finalement, c'était 84,92 % à Sainte-Turibe, ce qui est quand même très élevé pour une municipalité d'environ 300 là, habitants. Eh bien, c'est à peu près tout le village qui s'est rendu aux urnes. J'aimerais aussi porter l'attention, on a vu les plans de drone tout à l'heure sur Saint-Raymond. Le conseil avait quand même, dans les dernières années, le problème d'avoir seulement des hommes sur le conseil municipal. Maintenant, c'est donc un conseil mixte, 3 femmes, 3 hommes. C'était donc dans la volonté du maire sortant, Claude Duplain, de renouveler son conseil. Donc, on retrouve plus de femmes à Saint-Raymond. On retrouve également plus de femmes du côté de la MRC d'Autrey. Plus tôt, dans le bulletin des régions, on a vu 2 reportages également où on rencontrait des mairesses. Là. Donc, on peut voir, souhaitons-le en tout cas, que les femmes prennent de plus en plus de place en politique municipale. Merci pour ce tour d'horizon. Je voudrais tout de suite changer de thème puis parler un peu d'information locale parce que, Ariel Gauthier, vous nous présentez un bal masqué plutôt qu'un bal masqué. De quoi il s'agit? Exactement, c'est ce qui va vraiment faire vibrer là, notre région là, durant la période automnale. C'est un festival de jazz qui est organisé par justement le bal masqué de Saint-Gabriel. Dans le fond, on va venir aller chercher des artistes locaux là, qui vont être dans le jazz autant classique que du jazz un peu plus moderne, qui est un peu plus nuancé. C'est une salle de spectacle qui est toute petite, donc on veut venir montrer aux autres régions que malgré le fait que ce soit une petite salle,
on peut quand même faire un festival là, qui va apporter un peu de, oui, du tourisme un petit peu, apporter un petit quelque chose à la localité là, de Saint-Gabriel. Ariel, on va aller oui. Ça va se dérouler vers quelle date là, et comment on peut aller voir ce festival de jazz? Ça va être tout le long du mois de novembre. Fait qu'à tous les week-ends, là, il va y avoir un différent spectacle, là, que ce soit le samedi, le dimanche. On peut aller directement là, Balmasquie, aller vérifier ça. Là, si jamais vous avez juste une journée où vous êtes disponible, là, vous faites juste y aller tout simplement. Et sur place, là, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme programmation. Là. Alors, Ariel, de votre côté, on sait clair que c'est une salle de spectacle, mais du côté de Saint-Léonard de Portneuf, d'Annick Julien, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver avec l'église. Pouvez-vous nous donner des détails? Oui, l'église de Saint-Léonard de Portneuf, c'est l'église dont il est question en ce moment. C'est une église qui est citée patrimoniale, et puis, on va le dire, pour Saint-Léonard, ça a été quand même un enjeu électoral, cette église-là. La paroisse qui la gère, donc la paroisse de la Fabrique Saint-Raymond du Nord, ont proposé à la municipalité la fameuse vente symbolique à 1 $. Puis, il y a quand même deux clans qui se sont formés à Saint-Léonard, ceux qui veulent faire de cette église-là un centre communautaire et les autres qui ont bien peur pour leur compte de taxes. Alors, mais ça s'est traduit, ça, en campagne électorale. Donc, il y avait un groupe pour et un groupe contre. Qu'est-ce que le résultat électoral a donné? Exactement. Eh bien, si on regarde là au niveau de la mairie, c'est le maire qui se disait un peu plus pour qui a été élu, donc Monsieur Cédric Champagne. Pour les conseillers, ensuite, c'est un peu plus mixte au niveau des choix. Certains conseillers, quand même, ont exprimé dernièrement leur réticence au niveau des finances de l'Église. La grande question qui se pose, Martin, dans ce dossier-là, c'est est-ce que l'Église est encore bonne et durable pour longtemps ou est-ce qu'on va devoir faire des rénovations qui seront très coûteuses? Faut expliquer, il y a en ce moment un comité qui est en place qui cherche des subventions, mais ce comité-là aimerait bien être bipartenaire avec la ville de Saint-Léonard pour acheter l'église et de ce fait avoir le plus de subventions possible. Mais c'est donc ce qui inquiète, c'est le coût des travaux. Et en ce moment, dans le mois d'octobre, il y avait une firme qui s'occupait de l'inspection. L'inspection devrait avoir eu lieu, ou si ce n'est pas déjà fait, ça sera très bientôt, parce qu'on nous dit que lors du prochain conseil, il va y avoir des développements dans le dossier. Le conseil qui sera le lundi 17 novembre. Donc, le 17 novembre, il y aura des suites au dossier, mais dites-moi, là, ce dossier-là, ça fait quand même quelques années qu'il est discuté par chez vous. Est-ce que le diocèse a confirmé qu'il était prêt à céder l'Église à la municipalité? Oui, au départ, la réponse était au coût de $, on le fait pas. Sauf qu'on va le faire si il y a un projet qui est en place qui semble durable. Donc, en 2024, il y a le comité de requalification de l'Église qui s'est formé. Ont travaillé très fort pour justement rajouter une cuisine communautaire comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, cette cuisine-là, c'est grâce à Petit Québec. Ils sont allés chercher des subventions. Mais avec tous ces efforts-là qui ont été faits, maintenant le diocèse est d'accord pour la vente à 1 $ de l'Église, mais il faut bien que la municipalité embarque dans le projet et ça, c'est pas donné. Et c'est à suivre à compter de la mi-novembre prochain. Exact. Merci, Danick Julien. En terminant, je vais me tourner vers Ariel Gauthier. Ariel, vous voulez nous parler des Loups de Saint-Gabriel? Oui, c'est notre équipe locale à Saint-Gabriel là, qui est dans la Ligue de hockey senior élite. On a un changement d'équipe complètement, là, quasiment au complet. Là. On a vraiment comme la moitié des joueurs qui changent, beaucoup de relèves, là, des nouveaux joueurs qui arrivent. C'est un début de saison peut-être un peu plus difficile pour eux parce qu'on doit s'adapter évidemment à la nouvelle équipe. On a aussi un nouveau staff derrière le banc, là, donc nouveau coach, nouveau assistant coach aussi. Donc, ça peut apporter peut-être un peu plus de moments difficiles. Par contre, à partir du 7 décembre, le reste de la saison est à la maison pour nous. Donc, ça peut nous apporter un élément un peu plus rassurant là, d'avoir nos partisans
qui sont derrière nous. Peut-être d'apporter plus de victoires et peut-être un peu meilleur pour notre équipe. Là. On ne fera pas trop de jeux de mots parce qu'on a changé de meute, là, on comprend, chez les loups. Mais dites-moi, la tanière des loups, c'est où? L'aréna, c'est où, l'aréna des loups? L'aréna, c'est vraiment directement en rentrant dans la ville de Saint-Gabriel, d'ailleurs, qui est en rénovation. Là, donc, on va avoir une toute nouvelle aréna pour les partisans là, dès qu'on revient à la maison. Alors, Ariel Gauthier, Danick Julien, merci à vous deux d'avoir fait le tour de vos actualités et surtout d'avoir fait le point sur les élections municipales. Je vous dis à bientôt et merci. 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 Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia fait le point sur les finances de la ville de Coz-Abscal en compagnie de sa mairesse Odile Leroy à la suite de la propagation d'une fausse rumeur sur les réseaux sociaux qui soutenait que le taux d'endettement de la municipalité atteignait 280 %. Une publication sur les réseaux sociaux indiquant que la ville de Coz-Abscal aurait un taux d'endettement de 280 % a vivement fait réagir les citoyens. J'ai décidé de venir rencontrer Mme Odile Roy, mairesse de Coz-Abscal, afin d'en savoir plus sur le sujet. Merci beaucoup, Mme Roy, de me recevoir pour parler de cette publication sur les réseaux sociaux qui a quand même fait beaucoup réagir, qui dit que la ville de Coz-Abscal serait très endettée. Premièrement, est-ce que vous avez vu cette publication-là? Comment vous avez appris la nouvelle? Comment j'ai appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle au marché Richelieu, à notre épicerie de Coz-Abscal, par une citoyenne. « Hey, Odile, t'as-tu vu, là? Regarde, ça vient de passer dans la presse, etc. » Puis sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page des anciens de Coz-Abscal. Les anciens de Coz-Abscal. Ça fait que là, je me suis dépêchée à sortir de l'épicerie pour m'asseoir dans mon auto puis regarder ça. Ouf, j'étais estomaquée. J'ai dit, mon Dieu, comment il a fait pour dire ça, lui? C'est quoi son affaire? C'est quoi les infos? Ça fait qu'aujourd'hui, Carl, on est ici ensemble pour jaser ça, puis donner de l'information à mes citoyens, à toute ma municipalité, puis aussi à la MRC, là. Puis là, donc, ces chiffres-là, c'est pas nécessairement, ça reflète pas nécessairement la réalité de ce que je peux comprendre. Vous avez fait vos recherches. En fait, la première chose que vous avez faite en revenant au bureau, après avoir lu ça, ça a été quoi? Ça a été quoi? C'est que j'ai contacté tout de suite notre firme comptable, qui est ma lettre. Puis, Christian était en vacances. Fait qu'à son retour de vacances, on s'est parlé lundi de cette semaine. Puis, il m'a tout expliqué. Okay. Il m'a expliqué que notre dette à gérer de la ville de Coz-Abscal est de 10,4 millions net. Okay. Ce qui veut dire 182 %. Fait qu'on est loin du 280 % annoncé. Oui, on est loin du 280 % annoncé. Puis je pense que c'est très important de dire l'information, la bonne information. Ce que je vais faire un petit commentaire, Carl. Ce que je déplore un petit peu sur les réseaux sociaux, des fois, c'est du n'importe quoi. Mais ceux qui ont des questions à poser, ils devraient aller aux sources, sur certaines, mais ce qu'ils ne font pas, là. Je peux te donner un petit détail, un petit peu de ce qui correspond à notre dette du 10,4 millions. Oui. C'est parce que, c'est sûr on paye, on a une quote-part qu'on paie à la MRC pour les parcs éoliens et la Régie du Bas-Saint-Laurent. Mais sur ça, nous avons des redevances. Ensuite, je peux te dire aussi, ce qui dépend de cette dette-là, nous avons eu des gros projets, si je recule de 3-4 ans. Même, je te dirais, on a un projet en 2012 qui est encore, on paye encore pour ce projet-là qui a été fait. Puis nos infrastructures, si on ne fait rien, on n'a rien. Puis les citoyens, bien,
Quand les routes sont pas belles, bien, on le sait, hein? Puis quand c'est pas beau, on le sait aussi. Ça fait que on a réalisé les trois gros projets depuis quelques années. Si je prends la rue Saint-Jean-Baptiste, oui. 11 millions. Ça, j'imagine qu'il y a une partie qui est payée par les différents paliers de gouvernement quand même. Oui, mais si on l'aurait fait là, de quelques années, là, ou bien commencé, là, 5 ans, 6 ans, 10 ans, dans ce temps-là, je pense, si je me rappelle bien, elle nous aurait coûté 3 millions. Oui, les coûts ont vraiment augmenté beaucoup. Les coûts ont vraiment augmenté. Mais nous, elle nous coûte 11 millions. Ensuite, j'ai le rang 2, la phase 1, qui nous coûte 3 789 000. Et la phase 1, qui nous coûte 5 325 000. Ça fait qu'on a mis beaucoup de sous dans les infrastructures, puis tous les coûts ont augmenté. Hein? Tu sais, je veux dire, comme je te disais, 10 ans, ça aurait coûté moins cher que là. Ouais. Tu sais? Puis ensuite, la dette de l'Arena, qui a été contractée en 2012, qui était un montant de 2,9 millions. Puis là, en 2025, il nous reste à payer 1 168 000. OK. Fait que, dans le fond, c'est beaucoup des gros projets, là, ces endettements-là, puis donc ils sont quand même très justifiés. Oui, puis j'ai élaboré les plus gros, parce qu'on a la caserne de pompiers. Tu sais qu'on paye, mais je ne peux pas te donner le montant, là, qu'on paye encore. Puis ensuite de ça, la rue Blanchard. Si une ville veut avancer, c'est certain qu'il faut qu'elle place ses priorités. Mais pour les routes, on n'avait pas le choix, là. Vraiment pas le choix. Puis je voudrais, en terminant, Carl, si tu permets, je voudrais dire à mes citoyens, ma municipalité, les autres municipalités, s'ils veulent vérifier notre budget, puis les états financiers sont sur nos procès-verbaux, notre procès-verbaux, puis il n'y a rien de caché, là. Moi, je suis une personne transparente. Suite à l'audit de la Commission municipale du Québec, nous avons mis en place un plan d'action sur 3 ans qui a été approuvé par ceux-ci. OK. Ça fait que vous voyez que la transparence est là. Ouais. Fait que, on a fait un plan d'action. Puis, regarde, qui a le voir sur nos procès-verbaux, puis ils vont tout voir, là, lors des séances. Puis les séances sont publiques, puis ils sont enregistrés à la ville de Cours-Abscales. Ça fait qu'ils ont juste à aller voir avant de se poser des questions, puis d'aller sur les réseaux sociaux, puis pas parler à la bonne personne. Puis moi, je suis là. Je suis là pour mes citoyens de ma municipalité. S'ils ont des questions à poser, là, qui concernent la ville, là, c'est moi. Si je ne suis pas capable de répondre, faites-vous-en pas, je vais trouver la réponse. Je vais communiquer avec la personne ou la personne qui se doit va vous répondre. Merci beaucoup, Mme Roy. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Carl. Je te souhaite une belle journée. Merci. Après plus de 12 ans d'absence, le train revient entre New Richmond et Port-Daniel et Simon Thériault de Télévague nous informe que ce sera d'abord un train de marchandises, mais que les pressions s'accentuent pour remettre sur rail un train de passagers. En compagnie d'Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie,
La Société de chemin de fer de la Gaspésie a annoncé récemment la remise en service de la voie ferrée entre New Richmond et Port-Daniel d'ici la fin 2025. Est-ce que tu peux me clarifier un peu cette annonce, s'il vous plaît? Bien, dans le fond, les gens, là, le tronçon, le rail en Gaspésie séparant trois tronçons, le deuxième tronçon de Caplan à Port-Daniel pour se rendre à la cimenterie, va rentrer en opération là, dans les prochaines semaines. L'objectif, là, c'est avant le 1er décembre, ce qu'on souhaite. Fait que ce qu'on voulait rappeler par ce fait-là, parce que ça fait quand même depuis plus de 12 ans qu'il n'y a pas de train qui a circulé dans ce secteur-là. Fait que là, ben, on veut rappeler aux gens, justement, les consignes de sécurité. Au-delà du fait qu'on comprend que nous, quand on est sur le rail, on ne peut pas se tasser, là, c'est pas comme sur la route, là. Fait que on a, justement, avec le ministère des Transports, entamé une campagne de sensibilisation pour rappeler aux gens c'est quoi un train, puis les enjeux qu'il y a en lien avec la sécurité. Parce qu'on le voit, sur le tronçon qu'on a resté en opération, bien, on a quand même eu un décès dans les dernières années. Fait que les gens sont encore, je veux dire, peut-être pas encore habitués à revoir le train aussi fréquemment. Ça fait que les gens sont encore dans le beat de dire, ben OK, il n'y a pas de train, mais là, c'est ce qu'on veut rappeler aux gens, justement, l'importance de rester vigilant. Sais-tu comme, aurais-tu possibilité qu'il y ait le train de transport en premier ou... Bien, c'est sûr que nous, c'est le train de marchandises qui va être en opération là, dans les prochaines semaines. On sait qu'il y a l'enjeu du transport de passagers avec la coalition, les élus, notre député fédéral travaille ardemment là-dessus pour ramener le train de Via Rail. Mais que ce soit un train de marchandises ou un train de passagers, les enjeux de sécurité sont les mêmes. Autant pour nos opérateurs à nous, et aussi la population. Puis c'est ça, je voyais justement sur Facebook, là, il y a comme une campagne de promotion qui a été faite. Ça a été conjoint entre la Société de chemin de fer de la Gaspésie et les municipalités. Comme on a eu la ville de Passaibiac, Bonaventure, ils ont fait des annonces justement pour l'appel à la vigilance. Bien, dans le fond, nous, on l'a relayé au monde municipal parce qu'on comprend que les municipalités, par l'entremise de la MRC, là, des MRC sur le territoire, bien, nous, on a voulu passer le message aux municipalités parce que, dans le fond, ils sont très proches et ils ont tous chacun des... bien souvent, les citoyens sont plus abonnés à la page de la municipalité que de la Société de chemin de fer. Ouais. Fait que nous, on voulait s'assurer de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Fait qu'on a envoyé ça dans toutes les municipalités parce que vu que dans toutes mes tâches, je suis aussi le préfet de la MRC de Bonaventure. Fait que j'ai parlé à mes collègues en disant, ben, regardez, si vous voyez, on a cet enjeu-là au niveau de la Société de chemin de fer. Relayez-les, informez vos citoyens, il y en va de leur sécurité. C'est une très bonne idée parce que d'après moi, les citoyens là, ils ont quand même bien vu. Puis tu parlais tantôt d'Alexis Deschênes, le député du Bloc québécois. Justement, le 10 octobre dernier, je pense qu'il tenait un point de presse sur la colline parlementaire. Alexis Deschênes, leader adjoint du Bloc québécois. Quand j'étais petit garçon, dans mon village gaspésien de Saint-Jules, chaque matin, j'entendais le train de passagers qui passait tout près de chez moi. Et c'était une façon comme Gaspésien, de se rapprocher de la ville, d'avoir accès à un service de qualité. Aujourd'hui, je suis assez ému, comme député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, de pouvoir prendre la parole au nom du Bloc québécois pour réclamer de meilleurs services de transport collectif en région. Pour vous parler brièvement de la situation en Gaspésie, donc en 2013, Via Rail cesse de desservir la Gaspésie. L'état du rail, à ce moment-là, s'était dégradé. Mais le gouvernement du Québec reprend le rail et investit finalement 355 millions de dollars pour doter les Gaspésiens d'un rail qui soit totalement rénové. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, le rail sera fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon, donc de Matapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Et ça, c'est un investissement de 355 millions de dollars qui a été fait par les contribuables québécois. Ce que nous voulons en Gaspésie, c'est que Via Rail reprenne le service de train passager jusqu'à Port-Daniel-Gascon, et ce, dans les meilleurs délais. Et pour attirer l'attention de tout le monde sur cet enjeu criant qui est éminemment important, nous allons prendre le train de Via Rail à partir de 2 heures cet après-midi jusqu'à Matapédia. Et à la gare de Matapédia, qui est la dernière gare où le train arrête en territoire québécois et gaspésien, il y aura un rassemblement demain matin qui réunit plusieurs élus régionaux. C'était pour le retour du train passager.
Puis, il s'en est suivi à Matapédia, une mobilisation citoyenne. Tu devais être présent. Oui, est-ce que tu peux m'en parler plus? Oui, bien, j'étais là. C'est sûr que c'était organisé justement, le député fédéral avec 2 autres de ses collègues du Bloc ont pris le train justement d'Ottawa jusqu'à Matapédia, là, justement pour rappeler l'importance du transport de passagers, l'importance de Via Rail. Puis je pense que ça, c'est une très belle mobilisation. Il y a un groupe de citoyens aussi, là, la Coalition pour le retour du train, qui sont aussi beaucoup mobilisés. Ça fait que je pense que de rappeler l'importance au palier de gouvernement, puis je le dis souvent, il faut s'assurer de tirer sur le bon joueur, parce que c'est pas de compétence ni municipale ni de la Société de chemin de fer. Nous, on est comme les gens, on le revendique, on veut que ça revienne, sauf que les décisions doivent se prendre à Ottawa. Puis ça, je pense que le fait qu'il y a une mobilisation citoyenne, qu'on démontre l'importance de cette puis du besoin de transport de passagers, je pense que ça peut juste servir la cause. Ah, mais c'est bien, on va continuer d'y croire, puis dorénavant, quand on va arriver proche d'une voie ferrée, on va faire attention, on va être vigilant. C'est le message qu'on veut passer. À Baie-Saint-Paul, c'est grâce à la collaboration entre la Ville et le Centre de formation professionnelle de Charlevoix que 2 mini-maisons situées au centre-ville sont mises en vente au coût de 155 000 $. Mais attention, nous indique Félix Chouinard de TVCO, l'achat de ces mini-maisons vient avec une série d'obligations. Les mini-maisons de la rue Alfred-Morin à Baie-Saint-Paul seront finalement prêtes à être mises en vente. C'est au coût de 155 000 $ que les 2 maisons seront offertes à tout citoyen résidant à Baie-Saint-Paul depuis plus de 2 ans et n'étant pas déjà propriétaire. Les mini-maisons devront également agir obligatoirement à titre de résidence principale des occupants. 3 autres mini-maisons devraient d'ailleurs être livrées prochainement pour une mise en vente ultérieure. La Ville de Baie-Saint-Paul prendra les candidatures à compter du 2 novembre et pour le mois à venir. Elle devrait ensuite procéder par tirage au sort pour attribuer les maisons ainsi que les terrains à 2 candidatures d'achat admissibles et préapprouvées. Des visites seront également organisées le jeudi 6 novembre de 15h à 20h et le samedi 8 novembre de 9h à 15h pour permettre aux éventuels intéressés de prendre connaissance des lieux. On espère avoir quand même plusieurs personnes qui vont venir visiter les 2 mini-maisons qui sont lancées au coût de 155 000 $. La Ville ne fait pas de profit avec ces 2 mini-maisons. On se rappellera que c'est un partenariat avec le réseau de l'éducation. Des jeunes qui sont en charpenterie-menuiserie, qui ont pu acquérir des connaissances de par leur programme de formation et également développer des compétences, donc d'être en mesure de travailler 2 mini-maisons comme celle-là. Il y en a 3 autres qui vont arriver également dans les prochaines semaines, qui devraient arriver en novembre 2025 ou début décembre prochain, donc c'est quand même très intéressant. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans le futur? Qui sait-on jamais, peut-être. Donc, c'est des choses qu'on est en train de regarder, mais pour l'instant, 5 mini-maisons qui seront disponibles prochainement. Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, cette mesure favorise l'accès à la propriété sur son territoire, notamment pour ces jeunes résidents à la recherche d'un premier achat. Il y a plusieurs jeunes qui sont chez leurs parents, qui amassent des sous, qui se disent « Ah, bien, c'est difficile d'acquérir une propriété. » Donc là, je crois que c'est quand même pas quelque chose qui se vend 400 000 $. Des gens qui sont en logement depuis plusieurs années, qui veulent être officiellement propriétaires de leur résidence. Bien, c'est des opportunités. C'est en plein cœur de Baie-Saint-Paul. On est tout près du centre hospitalier, près de l'aréna, près des établissements scolaires. Donc, je crois que c'est quand même des terrains là, qui ont quand même une belle valeur. Et d'être au cœur de Baie-Saint-Paul, je crois que ça n'a tout simplement pas de prix. Les mini-maisons seront également soumises à un droit de rachat de la Ville pour une période de 10 ans suivant la vente. Il s'agit pour le maire pilote d'une manière de prévenir la spéculation autour de ces initiatives. Je vous dirais que c'est quand même tout un enjeu légal. Il y a eu des avis juridiques à ce niveau-là et on trace présentement, on sort des sentiers battus. Ça, je crois que c'est intéressant de le mentionner. On y va vraiment dans l'innovation. Donc, on est allé avec un 10 ans. Est-ce que ça aurait pu être plus? Oui, mais comme je vous dis, on est allé en fonction de certains avis juridiques. Ça aurait pu être moins. On voulait avoir également un consensus auprès des élus. Ça fut des discussions qui se sont échelonnées sur plusieurs semaines. On est bien heureux là, d'être arrivé à ce consensus qui nous permet aujourd'hui de lancer officiellement la vente des 2 mini-maisons. D'autres projets semblables sont actuellement évalués par la Ville afin de mettre à profit les terrains qu'elle détient. Comme je le mentionnais, 2 mini-maisons qui sont disponibles dès maintenant. Il y en aura 3 autres qui vont arriver au courant des prochaines semaines. Et on est à regarder d'autres possibilités là, pour le futur. À Gaspé,
C'est grâce à la mobilisation de parents qui voyaient grandir leur enfant atteint de troubles de l'autisme que la résidence Demeure-toi, un milieu de vie unique au Québec pour adultes autistes, a été créée. Un reportage d'Igor Nérisson de Télé-Gaspé. À Gaspé, un tout nouvel immeuble s'apprête à accueillir ses premiers résidents adultes vivant avec un spectre de l'autisme. Ce projet unique au Québec, baptisé Demeure-toi, se veut avant tout un milieu de vie, né de la volonté de parents et de proches déterminés à offrir un avenir stable et humain à leurs enfants. Demeure-toi a été créé par des parents qui avaient un besoin en lien avec qui voyaient leurs enfants grandir, devenir des adultes, et on voit qu'il y a de moins en moins de services quand les personnes TSA grandissent. Alors, c'est vraiment des parents qui se sont concertés, qui ont décidé de créer un CA en 2019, de vraiment mettre tout ça en place pour pouvoir soutenir les adultes avec un trouble du spectre de l'autisme, mais oui, les leurs, mais aussi tous eux de la région. Aussi parce qu'on en a de plus en plus et c'est quand même un besoin qu'on manque de ressources aussi pour ces adultes-là. Mais la mission de l'organisme va bien au-delà du simple logement. Bien, je dirais que la mission, c'est vraiment d'offrir un milieu de vie sécuritaire, adapté avec des intervenants, des interventions qui vont permettre de cheminer ces adultes-là, de cheminer vers leur plein potentiel. Alors, on dirait grosso modo, ça serait vraiment ça la mission principale. L'immeuble comprend 12 logements, dont un réservé à une personne accompagnatrice. Chaque résident pourra y vivre de manière autonome. Dans ce cadre, les locataires pourront compter sur les services de personnel spécialisé qui les aideront dans leur cheminement. Bien, en fait, on a une éducatrice spécialisée là, qui est ici du lundi au vendredi, qui va vraiment là, s'occuper là, des plans d'intervention, de tout, en fait, ce qu'on veut, ce que la personne veut mettre en place, hein, parce que c'est le locataire qui va décider de son plan d'intervention, bien sûr, qu'est-ce que lui a envie d'améliorer, qu'est-ce qu'il a envie d'aller chercher. Un modèle de cohabitation unique qui marie autonomie et soutien personnalisé et dont la durée n'est pas déterminée. On va vraiment y aller selon le rythme de la personne, selon qu'est-ce que la personne a à travailler aussi. Donc, peut-être qu'une personne, au bout d'un an, va dire, ben OK, tu sais, moi, j'ai travaillé ce que j'avais à travailler. Je m'en vais vivre ailleurs avec mon sac à dos qui est rempli d'outils. Parce que c'est notre objectif aussi chez Demeure-toi, c'est que chaque personne qui va passer ici, peu importe le nombre d'années qui va demeurer ici, puisse repartir avec un sac à dos bien rempli d'outils et surtout avec une confiance en lui qui va le faire, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir s'épanouir et justement là, s'accomplir. Là. Les futurs résidents sont choisis selon plusieurs critères. Être adulte, vivre avec un trouble du spectre de l'autisme et surtout vouloir bâtir un projet de vie à long terme. Les critères, on les a dit un peu tantôt, donc il faut avoir 18 ans, avoir le diagnostic, bien sûr, d'autisme et il faut que la personne soit prête à s'engager aussi dans une démarche de mise en action, dans une démarche de « OK, tu sais, je veux… » En fait, on mise beaucoup sur l'autodétermination et on veut que la personne dise « OK, moi, je veux reprendre du contrôle sur ma vie ou je veux en avoir davantage. » Donc, c'est ça, que la personne soit, en fait, ouverte à recevoir des services, bien sûr. Donc, ça fait en sorte qu'un locataire qui va venir vivre chez Demeure-toi va avoir automatiquement un suivi individualisé avec l'éducatrice spécialisée et les autres intervenants là, qui vont faire partie aussi de l'organisme. Donc, va avoir son propre plan d'intervention pour, justement, se fixer des objectifs qui vont être réalistes et qui vont être en mesure d'atteindre là, au fil du temps. Après plusieurs années de travail, le rêve est devenu réalité. Mais le chemin pour s'y rendre a été long et souvent fastidieux. Il y a eu beaucoup d'enjeux au niveau logistique, au niveau financier. C'est toujours à chercher du financement. Alors, chercher du financement pour la bâtisse, c'est quand même des gros coûts d'avoir des autorisations de la ville, des autorisations gouvernementales, tous les enjeux financiers, oui, de la bâtisse, mais après ça, de l'offre de services. Combien de résidents peuvent venir rester ici? Quels vont être le type d'intervention qu'on veut? Toutes les démarches là-dessus. Pour faire découvrir ce nouveau milieu de vie, Demeure-toi organise une journée porte ouverte le samedi 1er novembre de 11h à 16h. Demeure-toi, c'est un modèle d'inclusion et d'espoir unique au Québec, au cœur de la Gaspésie. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé-Gaspé.
C'est suite aux consultations menées auprès de ces citoyens que la municipalité de Padoue a procédé à l'ouverture d'un centre d'entraînement, à la remise à neuf des jeux à proximité de son école et à l'aménagement d'un parc nourricier peuplé d'arbres à fruits. Marc Després, de la télévision de la Métisse. Monsieur Gaudreau, donc vous êtes maire de Padoue et bon, vous nous avez invités à Padoue puis vous vous êtes dit, t'as qu'à aller faire venir à Padoue, on fait pas une inauguration, pas deux, mais bel et bien 3 inaugurations. La première, c'est le gym où on se trouve. Oui, exactement. On avait demandé à la population voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de nouveau dans leur village. Le gym a sorti à plusieurs fois. Donc, on a trouvé que c'était une excellente idée. Donc, pour certaines personnes, des fois, se déplacer, aller à Montjoly, au travers du monde qu'ils connaissent moins. Ici, c'est beaucoup plus familial. Padoue, c'est un petit village. Tout le monde se connaît, tout le monde se jase, tout le monde est ami. Donc, de se retrouver ici en même temps, en plus de faire leur exercice, ils font leur social. Donc, on a trouvé ça une excellente idée. Puis, même moi, je vais pouvoir en profiter de ce gym. Donc, très heureux. Et naturellement, bon, si ce gym-là existe maintenant, bon, c'est grâce à certains contributeurs. Oui, exactement. Donc, j'aimerais beaucoup remercier David Gilles Lévesque, qui fut un contributeur d'ici, et puis le programme Nouveau Horizon aussi, qui ont contribué grandement au développement du gym, l'installation aussi, pour que tout puisse être mis en marche. Donc, grâce à eux, les citoyens de Padoue vont pouvoir se remettre en forme et puis faire de la jasette ici, tout en famille. Et à l'extérieur, juste à côté, il y a maintenant un nouveau parc. Oui, exactement. On a ouvert le nouveau parc aujourd'hui. Il est prêt depuis quelque temps. On avait les anciennes balancines et les vieux jeux du temps que l'école était ouverte, mais qui n'étaient plus conformes, qui n'étaient plus aux normes. Donc, on les a démolis, on les a ôtés, puis on en a fait mettre des nouveaux jeux à jour, avec un plancher mou aussi, pour pas qu'il y ait de blessures ou quoi que ce soit. Puis déjà, moi, je reste pas tellement loin, puis j'entends à tous les jours les enfants qui viennent jouer là-dedans. C'est formidable. Ça fait vraiment revivre, là, parce qu'il y avait presque plus de monde qui venait ici jouer, parce que les jeux étaient désuets, là, avec la première phase, parce qu'il va y avoir d'autres phases qui vont venir aux jeux-là au cours des années qui suivent. Donc, ça, c'est notre première phase. Puis, on promet une belle cour d'école pour nos jeunes de tout âge. Et cette cour d'école-là, maintenant, existe, encore une fois, grâce à de généreux partenaires. Oui, exactement. Je voudrais remercier Desjardins. La MRC de la Métisse aussi, ils ont contribué fortement. Les loisirs et sports BSL aussi. Gino Paradis, qui est un entrepreneur directement de Padoue, qui a contribué aussi pour le petit parc de son village. Aussi, on a eu des bénévoles aussi qui ont venu nous aider pour démonter, démanteler aussi les anciennes structures. Vu que la cour d'école était ouverte avant, on pouvait faire le tour en auto, tout le tour de la cour d'école, que moi, je ne trouvais pas très sécuritaire. Donc, avec les anciens poteaux de la balancine, certains citoyens, ce que moi j'avais demandé, mais les citoyens, ils ont pris ça en charge, ils ont coupé les poteaux, ils ont planté les poteaux où ce que je voulais que ça soit installé, peinturé, puis avec un tour réfléchissant, avec une bande réfléchissante, pour empêcher tout automobile de faire le tour. Donc là, les enfants sont en sécurité, l'autre bord des jeux. Fait que ça, c'est inestimable. Exactement. C'est une belle sécurité, c'est une belle place pour jouer. Des petits bancs berçants pour les parents qui puissent s'asseoir et se bercer pendant que les jeunes jouent dans un jeu. Fait que... Et aussi, donc, ce fameux parc, ces jeux d'enfants, donc, est-ce que ça va être accessible à l'année? Je vous dirais 3 saisons, sûr. Pendant l'hiver, tout dépendant des journées, s'il n'y a pas d'accumulation de neige, oui.
Ils vont pouvoir y aller. Même les glissades vont glisser encore plus vite s'il y a un petit peu de neige dessus. L'enfant va faire de la vitesse. Donc, mais sinon, les balançoires, les glissades et tout ça, ils vont pouvoir en profiter en tout temps. Et troisième sujet, troisième inauguration, donc un parc nourricier, c'est ça? Oui, exactement. On avait un beau terrain qui était libre, donc qui était grand, en plein centre du village, qui passe juste aux côtés d'un chemin, justement, qui part du haut du village puis qui descend jusqu'au parc Cathy en bas du village. Donc, qui traverse le village au complet. Puis, on s'est dit, pourquoi pas mettre une belle forêt nourricière là? Donc, la forêt nourricière, elle a comme sur un 30 pieds de large qui descend plus de 100 pieds de long. Il y a toutes sortes d'arbres, mais c'est tous des arbres fruitiers qui vont pousser au travers de ça. Là, ils sont encore tout petits, mais lors de la plantation, les arbres, ils ont tous repris vie. Donc, on n'a pas perdu un. La forêt se porte bien. Donc, là, on va l'entretenir, puis les laisser grandir jusqu'à temps qu'ils soient adultes. Puis, on va pouvoir, les plus jeunes vont pouvoir cueillir des fruits, les plus vieux aussi, parce qu'il va y avoir des pommiers, il y a une multitude d'arbres à fruits. Donc, ça va être très plaisant, puis il va sortir des odeurs aussi, même quand on passe là, dans ce sentier-là, en plus de la mine de ketchup qui est juste de l'autre côté aussi. Donc... Et sur ce côté qu'on demande aussi la collaboration, bon, on a installé une certaine délimitation, donc on demande aux gens de respecter ça. Là. Oui, exactement. On a mis une petite clôture justement pour l'Halloween à Padoue, pour pas que le monde traverse de l'autre côté, pour pas briser les petits arbres aussi, puis aussi pour délimiter aussi pour la neige aussi. Puis si on a à ouvrir le chemin, ben au moins, on va savoir où s'arrêter, puis les passants aussi. Donc, c'est une protection autant pour notre forêt que pour les citoyens aussi. Et, il faut dire encore une fois, donc des gens généreux ont contribué à ce projet-là aussi. Là. Exactement, oui. Je dois remercier aussi certaines personnes. Il y a l'Alliance de la MRC aussi qui ont fourni. J'ai aussi le Cosmos qui nous ont aidés. Marie-Claude Hamel, Simon Cadieux, qui fait partie d'un aidant. Et puis André Doyer. Toutes ces personnes-là, on met du temps, on met des sous. Puis c'est grâce à eux aujourd'hui que la paroisse va pouvoir profiter de ces 3 belles inaugurations qu'on vit aujourd'hui. Donc, un gros merci à tout le monde qui nous ont aidés. C'est au cégep de Thetford que la Corporation de développement communautaire de Thetford Mines a tenu son salon des organismes sous le thème « À la rencontre de la communauté ». Pas moins d'une 50aine d'organisations étaient sur place pour présenter leurs services, nous rapporte Guy Jacques de la télévision de la région des Appalaches. Nous sommes aujourd'hui au Salon des organismes qui se déroule à la salle Promutuelle du cégep de Thetford sous le thème « À la rencontre de notre communauté ». Je suis en compagnie de Philippe Tétrault, qui est agent de développement communautaire au sein de la Corporation de développement communautaire ici à Thetford Mines, et de Maxime Gagnon, intervenante communautaire au sein du C3S. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ça va être un beau salon qui promet, je crois bien. Oui, on a eu une belle réponse là, des kiosques, des participants, des exposants. On a fait une belle campagne de promotion, donc je pense que la population va répondre présente encore une fois cette année. Il y a un beau partenariat avec le cégep de Thetford. C'est une nouveauté cette année. Okay. Parce qu'avant, ça se tenait pas ici du tout. C'était à la Cache du Domaine, puis c'était une nouveauté cette année, un beau partenariat avec le cégep. Quelle est l'importance du Salon des organismes, selon vous? C'est sûr que le Salon des organismes, il y a comme 3 objectifs principaux. Il permet aux organismes communautaires de nécessairement donner de la visibilité, de présenter leurs services à la communauté. Ça leur permet également de réseauter entre eux autres. Donc, les organismes peuvent se déplacer de table en table, d'aller discuter, d'aller apprendre un peu les services des autres. C'est un bon moment pour ça. Puis, il y a aussi beaucoup d'organismes qui vont chercher des bénévoles pour les aider à accomplir leur mission. Donc, c'est les 3 principaux objectifs du Salon des organismes pour les organismes.
Oui, puis du côté de la population, bien, comme Philippe vient de le mentionner, c'est sûr que de connaître les organismes d'ici, bien, des fois, ça peut nous intéresser, nous impliquer, mais également d'aller chercher là, des services qu'on aurait besoin ou même qu'on ne connaît pas, qui sont disponibles dans la région. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis également, bien, juste de venir faire le tour, de rencontrer tout le monde, de socialiser puis de connaître ce qui se fait dans notre belle région. Je pense que c'est l'occasion idéale, en effet, pour découvrir tout ce qui se passe côté organisme ici. On parle d'une cinquantaine d'organismes qui sont présents. Est-ce que ça représente pas mal l'ensemble de tout ce qui existe dans la région? Non, on parle de 50 organisations parce qu'on a certaines organisations qui ne sont pas du communautaire nécessairement. On a fait ce choix-là, le comité organisateur, depuis plusieurs années parce que ça permet d'avoir des organisations qui donnent des services. On a entre autres le CIS, on a le réseau, la Sûreté du Québec, on a différentes organisations, on a SARCA qui donnent des services directs à la population. Donc, on trouvait ça logique de les inclure malgré tout. Donc, on parle de 50 organisations, mais non, on n'a clairement pas couvert l'ensemble des organismes communautaires. On n'a pas tant de ça d'organismes communautaires en sport, on n'a pas tant d'organismes communautaires en culture. C'est une sphère qu'on touche moins par le salon, mais qui serait disponible, qui serait possible aussi d'avoir. C'est juste qu'à un certain moment, là, on a une limitation physique là, par le salon. Je peux comprendre, oui. Quelle est la situation des organismes, selon vous, dans la région? Alors, c'est une vaste question. Oui. À chaque fois que tu me la poses, je te fais toujours la même blague. Je demande toujours, c'est ça, si on a plusieurs heures. Ça n'a pas beaucoup évolué, malheureusement, dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y a toujours des difficultés. Au niveau de la gouvernance des organismes, c'est toujours complexe. Il y a beaucoup de démobilisation des conseils d'administration. Donc, on travaille fort à ce niveau-là. Le financement est toujours, encore une fois, un problème dans les organismes communautaires. On a besoin de plus. Pour faire plus, ça prend plus de fonds. Donc, si on était capable de pallier ces deux dimensions-là, c'est sûr que le communautaire se porterait beaucoup mieux. Là. Oui, bien en fait, moi, c'est sûr qu'au niveau du CI3S, l'organisation communautaire, on vient offrir du soutien aux organismes, souvent en collaboration avec la CDC. Donc, on le voit qu'il y a des besoins, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau du bénévolat aussi, des organismes qui sont en besoin, effectivement. C'est vrai qu'au fond, au niveau des organismes, on retrouve beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les difficultés, ceux que je rencontre, c'est toujours un peu la même chose finalement qui se produit. Et j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut être ici non plus, du fait qu'ils n'ont pas de représentants qui peuvent se déplacer. Sinon, ils laissent leur bureau vide d'une certaine façon aussi. Écoutez, c'est la 3e édition. Quelles retombées avez-vous pu observer dans les éditions précédentes? Bien, au niveau des organismes, comme je disais tout à l'heure, on a vu des belles collaborations naître du salon. L'année dernière, il y a des organismes qui ont discuté entre eux, puis ça a mené à des projets communs. Il y a aussi d'autres organismes, comme je disais encore une fois, qui ont récolté des listes de bénévoles. Donc, ça les a permis de maintenir à flot certains services grâce à la présence bénévole. Puis, les retombées au niveau de la population, bien nécessairement, plus le communautaire est connu, plus les gens qui ont besoin de ces services-là vont être capables d'y avoir accès. Donc, on l'a vu là, dans les retombées. Oui, en fait, c'est ça, vraiment du beau réseautage, de la connexion, puis partage d'outils aussi, là, ça, on le voit là, avec les organismes communautaires. Des fois, ben, nous, on le fait de telle manière, puis par les discussions, fait que c'est vraiment un beau moment d'échange. Puis la population, bien, des fois, on a vu beaucoup de gens qui venaient s'impliquer aussi. Fait que peut-être une augmentation du nombre de bénévoles. Là. Ça n'a pas été chiffré, mais je pense que ce type de salon-là vient vraiment faire une différence à ce niveau-là. Oui, puis je pense que ça aide beaucoup la population à prendre connaissance de tout ce qui est disponible pour eux. Bon, mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon salon. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.